Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom « La gestion de la performance stratégique ». Dans ce premier cours, nous apprendrons de nombreuses choses telles que les deux niveaux du management, politique d'entreprise, stratégie, les définitions, conseils reliés à la stratégie, vocabulaire de la stratégie, la planification stratégique comme processus d'élaboration de la stratégie, la démarche stratégique, processus de décision stratégique et enfin la théorie des parties prenantes au cœur de la décision stratégique. Tout cela avec Dr Asma Bouhalil, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre premier cours de la formation d'aujourd'hui. Merci Malak pour cette présentation. Donc, chers étudiants, bienvenue à ce cours. Donc, c'est notre première séance. Durant cette formation, donc, nous allons aborder des différentes parties sur la gestion de la performance stratégique. Donc, je suis Dr Asma Bouhalil, votre formatrice durant donc, ces différentes séances. Donc, on va commencer aujourd'hui sur la première séance qui va nous donner les notions de base, surtout sur le domaine de management stratégique. En effet, cette formation, donc voici un petit résumé. Dans le domaine du management des performances stratégiques, l'analyse des données, l'utilisation des indicateurs clés de performance KPI et les tableaux de bord jouent des rôles essentiels. Donc, juste, je vais vous donner l'idée essentielle de cette formation. En effet, on ne va pas s'intéresser seulement du côté management, mais ce qui nous intéresse effectivement, c'est comment on peut immigrer d'une société qui ne se base pas sur l'analyse des données, donc d'une société qui manque de la prise de décision concernant ces différentes données vers ce qu'on appelle le data-driven ou bien une entreprise qui peut prendre des décisions stratégiques en se basant sur ces données numériques. Donc, juste pour vous mettre dans le bain et représenter un peu la problématique, imaginez qu'on a par exemple les différentes technologies informatiques qui sont bien implémentées dans l'entreprise. Donc, ça, c'est le premier cas. On peut aussi trouver des cas d'entreprise là où il n'y a pas l'utilisation des outils informatiques et donc on fait ça de façon un peu traditionnelle. Donc, on calcule les chiffres, etc. à la main. Donc, il y a deux cas ici. Des entreprises qui manquent déjà des systèmes informatiques pour analyser leurs données et des entreprises qui ont déjà un système informatique implémenté et qui ont une gestion de leurs données. Donc, en effet, ce qui nous intéresse, c'est comment on va utiliser ces données-là dans les deux cas, ou bien on va aller des choses traditionnelles vers les choses numériques et du numérique vers l'aide à la prise de décision, ou bien si l'entreprise elle est dans l'état numéro 2, elle dispose déjà d'un système informatique, comment on peut aller de cette entreprise, de ces données-là, vers la prise de décision. Donc, en effet, je veux souligner cette idée-là qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un système informatique implémenté, mais il faut savoir prendre des décisions suite à l'analyse des données. Donc, tout ça, normalement, il doit être posé sur une stratégie qui est implémentée dans l'entreprise et qui va aider l'entreprise, bien sûr, à gestionner les performances stratégiques. Donc, c'est ce qu'on va essayer à voir et c'est pour cela qu'on va commencer par un premier pas, c'est d'avoir un vocabulaire sur le côté management stratégique. Donc, en effet, ici, si je reviens sur ces deux points-là, donc on va essayer de faire le management des performances stratégiques en utilisant l'analyse des données et en se basant bien sûr sur des indicateurs de performance et des tableaux de bord ou bien ce qu'on appelle le dashboarding. Donc, en effet, l'analyse de données, elle offre une vue détaillée et objective des opérations qui facilite ainsi les décisions informées. Donc, si on a bien implémenté un système de management de performance stratégique,
qui se base sur le phénomène d'analyse des données et qui utilise des clés de performance, les KPI, c'est ce qu'on va voir en détail tout au long de ces séances, et bien sûr de représenter les résultats sur des tableaux de bord ou bien des dashboarding, on peut garantir que on va faciliter la prise de décision et qu'on peut parler de le management de performance stratégique. Donc, les KPI, ils servent comme des repères cruciaux pour évaluer la progression vers les objectifs stratégiques. Donc, ça, c'est un point très important, c'est qu'on va disposer pour une entreprise, par exemple, on va donner un KPI, par exemple, financier. C'est qu'on veut, par exemple, augmenter les bénéfices, par exemple, d'un chiffre de 30%. Donc, ça, c'est un KPI qu'on a posé pour voir la situation de l'entreprise et qui va aider les stakeholders ou bien, par exemple, les dirigeants, les CAO, de prendre des décisions stratégiques. Donc, en effet, cette méthode-là, elle va aider l'entreprise à progresser vers ses objectifs stratégiques. Donc, on peut se situer par rapport à la stratégie qu'on a déposée dès le départ pour voir, par exemple, on a réalisé seulement 10%, donc il faut prendre des décisions pour augmenter ou bien on a déjà atteint l'objectif qui est 30%, donc on va aller vers d'autres choses. Donc, vous voyez que ici, l'utilisation des KPI, ça va aider l'entreprise d'aller plus loin avec la performance stratégique. On peut aussi utiliser les tableaux de bord qui se passent en fait sur ces données-là pour donner une vue synthétique et visuelle des performances. Donc, au lieu de balayer des pages Excel, par exemple, ou bien de balayer même des registres qui sont inscrits manuellement sur les différents chiffres qu'on a récoltés de notre business, ou bien de production, ou bien de n'importe quel domaine de l'entreprise, donc, il vaut mieux avoir un sorte de dashboard, d'un tableau de bord qui va nous donner une visualisation simple et efficace sur les différentes performances qu'on est en train de faire. Par exemple, on peut trouver des statistiques du nombre des employés, du nombre des achats effectués. Si on a par exemple des points de vente, on peut visualiser quel est le point de vente qui est le plus performant. Donc, le dashboard, c'est une sorte de visuel avec lequel on peut voir les données qui sont représentées d'une manière plus efficace et qui va favoriser les dirigeants à prendre des décisions, quelles que soient réactives ou bien proactifs dans l'entreprise. Donc, on va explorer en profondeur comment ces pratiques ils vont optimiser la gestion stratégique des entreprises. Donc, c'est quoi notre objectif durant tout au long de cette formation? C'est d'essayer de comprendre les fondamentaux de la performance stratégique. Donc, ici, on a besoin d'un background et on a besoin de savoir les notions de base sur le côté management et spécifiquement de la gestion stratégique. Donc, on va acquérir une compréhension approfondie de ce qui est la performance stratégique et pourquoi elle est essentielle pour la réussite organisationnelle. On va aussi, après, voir la notion des KPI et surtout comment on peut sélectionner donc, des KPI qui sont performants pour mesurer et gérer efficacement les performances stratégiques. On va aussi se familiariser avec le Power BI. Donc, on va essayer de découvrir les fonctionnalités de Power BI, qui est un outil puissant pour la visualisation et l'analyse des données et apprendre à l'utiliser pour le pilotage de la performance. On va aussi modéliser et analyser les données. Donc, on va ici travailler avec un outil, c'est le Power BI, pour avoir ces dashboards et ces visuels. Donc, tout au long de cette formation, on va aussi créer des visualisations efficaces. On va concevoir des tableaux de bord et des rapports. Donc, on va essayer de publier et partager ces tableaux de bord interactifs et des rapports pour une meilleure communication et prise de décision. Donc, ici, on va voir que l'outil qu'on va utiliser, c'est le Power BI. Il nous permet de partager ces statistiques et ces dashboards avec d'autres
composants pertinents de l'entreprise pour que tout le monde il puisse se situer par rapport aux objectifs et par rapport à l'analyse de données. On va aussi utiliser un langage DAX qui est un langage intégré dans le Power BI qui permet d'effectuer des mesures, d'effectuer des transformations sur les données pour les présenter sous forme plus adéquate. Donc, je donne un exemple. Si j'ai besoin, par exemple, de visualiser les prix de vente en dollars, donc en utilisant une formule sur le DAX, je peux faire la conversion de l'unité, donc monétaire, par exemple, pour représenter les données exprimées en dollars. On peut aussi analyser les données de performance stratégique. Donc, on va apprendre à analyser les données de performance stratégique avec le Power BI. On va identifier les tendances. On va interpréter les anomalies et appliquer ces compétences à des cas réels ou bien simulés. Donc, le plan de cette formation, donc, on va voir des différentes parties. Je l'ai représenté sous forme de chapitres, mais il y a aussi des parties pratiques, donc, qu'on va effectuer des travaux pratiques sur l'outil Power BI. Mais juste pour le départ, on va commencer par un chapitre introductif. Donc, ce chapitre-là, il tient sur la notion de la performance stratégique. Donc, on va présenter la performance stratégique. On va par la suite présenter les indicateurs de performance et l'importance des KPI. On va étudier quelques cas de KPI courants et on va faire aussi des petits exercices pratiques pour savoir déterminer donc, les stratégies des entreprises. Donc, dans la deuxième partie, on va voir le concept de base de Power BI. On va étudier, on va présenter le Power BI. On va voir aussi comment on peut l'installer avec des travaux pratiques et comment on peut faire l'importation des données, la lecture des données. Et on va étudier ça, bien sûr, tout au long des exercices pratiques. Dans la troisième partie, on va voir la modélisation des données dans le Power BI. Donc, on va étudier le concept de modélisation des données, création de relations entre les tables, utilisation des mesures et des colonnes calculées. Et bien sûr, on va effectuer un TP pour savoir appliquer ça. La quatrième partie, elle concerne la création des visualisations. Donc, on va voir les différents types de visualisations qui sont disponibles sur le Power BI. On va voir comment on peut créer des graphiques, des cartes et des tableaux, etc. en utilisant bien sûr des filtres et des segments tels que les slicers. Et on va effectuer toujours un petit TP pour appliquer ces différentes parties. En dernier lieu, on va étudier les tableaux de bord et les rapports. Donc, on va voir c'est quoi la différence entre un tableau de bord et un rapport. On va faire aussi la conception de tableaux de bord interactifs. On va essayer à partager et publier ces rapports et on va effectuer un TP. Donc, cette première séance, ça, c'est le plan de toute la formation. Sur cette première séance, on va voir les notions de base sur le management stratégique, puisqu'on va utiliser ces notions tout au long de la formation. Donc, ici, juste, je vais donner une remarque que la formation, il y a beaucoup de pratiques donc sur le Power BI, mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'implémenter un système de management de performance. Donc, c'est ce qu'on appelle le PMS, Performance Management System. Donc, en effet, ce système de management de performance, il se base sur la stratégie globale de l'entreprise. Donc, on va commencer par la stratégie globale de l'entreprise. On va définir les différents paramètres qu'on va voir aujourd'hui. Après, on va spécifier quels sont les KPI, les Key Performances, les indicateurs de performance à partir de la stratégie qu'on a définie. Et à partir de ces KPI-là, on va définir les sources, les différentes sources de données et on va essayer d'implémenter un système plutôt un projet BI. Donc, juste
je vais représenter ça ici manuellement. C'est juste pour vous mettre sur la situation qu'on est en train d'étudier. Donc, on a essentiellement trois parties qu'on va voir. Donc, dans la première partie, on va voir les notions de base. Donc, c'est des définitions. C'est tout au long de 2 séances. Je crois qu'on va le faire durant 2 séances. La deuxième partie, on va étudier les capteurs, les indicateurs de performance, que sont les KPI. Donc, on va voir qu'on peut déterminer ces KPI si on a déterminé la stratégie globale de l'entreprise. Donc, c'est à partir de la stratégie qu'on peut définir les critères de performance. Donc, les indicateurs de performance, ce sont des paramètres qu'on va essayer à suivre en utilisant un outil de dashboarding qui est le Power BI. Donc, tout ça, c'est pour avoir un système de management stratégique. C'est-à-dire, on va visualiser les données en se basant sur les stratégies et les objectifs stratégiques qu'on a définis dès le départ. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on trouve ce qu'on appelle le Business Intelligence Project. C'est un projet BI, mais qui ne commence pas par la définition des stratégies. On va aller, donc certaines entreprises va directement vers l'analyse de données. Donc, elle va dire, par exemple, tiens, ça, c'est un fichier Excel sur lequel je peux trouver les données de vente. Donc, je vais concevoir un dashboard qui va me visualiser les données de vente. Sachant qu'après la visualisation de ces données-là, cette entreprise, elle ne peut pas prendre des décisions, elle ne peut pas se situer par rapport à ses objectifs stratégiques pour dire est-ce que, par exemple, ces ventes qu'on a fait, est-ce qu'on a une grande performance ou on n'est pas performant? Comment on peut le savoir si on n'a pas défini tout d'abord un objectif stratégique? C'est-à-dire, on ne doit pas commencer directement par un outil d'analyse de données sans qu'on n'a pas défini la stratégie globale de l'entreprise et on a défini des indicateurs de performance qui sont adaptés à cette stratégie. Et parfois, de ce côté-là, on peut aller vers la modification de la stratégie. Par exemple, je peux définir en stratégie que je dois atteindre, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, 30% de vente. Mais sur le plan pratique, je trouve que cet objectif, il est très haut. On ne peut pas l'atteindre avec, par exemple, les ressources qu'on a sur l'entreprise. Donc ici, il faut aller en arrière pour modifier l'objectif stratégique et avoir quelque chose réalisable et mesurable. Donc, ça, c'est l'importance de cette information, c'est qu'on n'est pas juste en train d'appliquer l'analyse de données en utilisant un outil, mais ici, on est en train d'aligner la stratégie globale de l'entreprise avec l'analyse de données et ce qui va donner la notion de la prise de décision. Ici, l'entreprise, si elle a bien appliqué son stratégie et elle a défini des indicateurs de performance adéquats, elle peut facilement analyser les données et prendre des décisions suite à ces données-là. Voilà, donc ça, c'est juste pour se situer par rapport à la problématique générale qu'on est en train d'essayer à résoudre. Donc, le plan de cette séance, on va commencer par l'introduction. On va voir les 2 niveaux du management. On va voir les politiques d'entreprise. On va définir le vocabulaire de la stratégie et le concept relié à la stratégie. On va aussi voir la planification stratégique comme processus d'élaboration de la stratégie, la démarche stratégique telle que processus de décision stratégique, la théorie des parties prenantes au cœur de la décision stratégique. Donc, on va commencer par la définition de terme stratégie. Donc, le terme stratégie, c'est un terme qui est très utilisé, mais est-ce qu'on est réellement en train d'appliquer les stratégies de l'entreprise? C'est ce qu'on va voir par la suite.
Donc, la stratégie, en effet, c'est un terme guerrier. Donc, il est utilisé dans les guerres. Donc, c'est l'art de conduire l'armée en vue de la victoire. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est la victoire. Ça, c'est notre objectif. Et la stratégie, c'est l'art des différents outils qu'on va utiliser pour guider l'armée jusqu'à atteindre l'objectif général qui est la victoire. Donc, c'est en effet transféré au domaine de l'économie et de la gestion des entreprises. On va donner cette définition. C'est l'art de réfléchir aux voies et aux moyens nécessaires pour gagner sur ses concurrents. Donc, sur le domaine de l'économie, et si on parle dans le contexte des entreprises, l'objectif d'une entreprise, c'est quoi? C'est de gagner plus sur le marché. C'est-à-dire, on doit évoluer plus que nos concurrents. On doit gagner le marché de nos concurrents. Donc, si on définit la stratégie dans le contexte des entreprises, c'est en fait comment on va utiliser les moyens, quels sont les moyens nécessaires afin d'être en premier lieu et afin de gagner sur les concurrents. Donc, les deux niveaux de management qu'on a, donc on a deux types de management en effet dans les entreprises. On a le management opérationnel et on a le management stratégique. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux domaines de management? Donc, en effet, le management opérationnel, c'est ce qui est utilisé en fait en exploitant le potentiel et en intégrant le potentiel. Par contre, le management stratégique, c'est concevoir le potentiel, c'est créer le potentiel. Donc, le management stratégique, en fait, il chapeaute le management opérationnel. On va voir en détail les deux définitions. Donc, le management opérationnel, il s'agit de l'exploitation efficiente des moyens actuels de l'entreprise qui se traduit par des décisions d'exploitation qui relèvent du court terme. Elle se concrétise en actions quotidiennes ayant pour finalité l'exploitation des capacités de l'entreprise. Elle est faite de décisions opérationnelles répétitives qui assurent le fonctionnement régulier de la firme. Il s'agit donc de gérer au mieux des ressources préalablement déployées au sein de l'entreprise. Donc, on va essayer de comprendre cette définition. C'est quoi le management opérationnel? Je vais donner un petit exemple. C'est en fait, si on est sur l'entreprise, quotidiennement, on va voir par exemple quelle est la quantité de ressources matières, soi-disant, si on est sur un domaine de production, quelle est la quantité de matières premières, comment on peut donc optimiser la production. Ça, ce sont des décisions de court terme. On est en train d'exploiter l'existant. On est en train d'exploiter le potentiel. Donc, si je reviens ici, c'est d'exploiter le potentiel. Par exemple, le nombre des employés, la main-d'œuvre et la matière première pour augmenter la production. Donc, ça, c'est des décisions de management opérationnel. C'est des décisions quotidiennes, c'est des décisions répétitives, mais qui sont représentées à court terme. Donc, on ne parle pas de quelque chose de stratégique global. Donc, ce pilotage opérationnel, qui est en fait ce qui est utilisé dans la plupart du temps et ce qui absorbe l'essentiel du temps des managers. Donc, la plupart du temps, les managers, ils sont occupés de prendre des décisions opérationnelles et de faire le pilotage opérationnel et ils ne sont pas réellement en train de mettre des stratégies. Donc, le risque est grand si on croit que le plus important, ce qui est en urgence. Donc,
parce que ces décisions-là, par exemple, comment je peux exploiter au maximum la main-d'œuvre, comment je peux fonctionner au maximum les machines, comment donc je peux augmenter la production, ça c'est l'urgence, c'est à court terme, c'est les décisions qui sont définies quotidiennement. Donc, si on croit que l'entreprise, elle se base seulement sur ces décisions-là, on est en train d'avoir un grand risque donc de perdre la concurrence et de perdre d'être en premier lieu. Par contre, le management stratégique, donc en fait, il s'introduit dans le long terme. Donc, on parle ici de notion de long terme. On est en train de parler donc des décisions générales. Donc, il s'agit d'adapter en fait la firme à son environnement et aux modifications de ce dernier. Donc, il se concrétise sous forme de décisions stratégiques peu nombreuses, non répétitives, qui introduisent des ruptures, d'innovations dans le fonctionnement de l'entreprise. Exemple, lancement de nouveaux produits, réorganisation de l'entreprise. Donc, je vais donner plus d'exemples pour comprendre cette notion. Donc, en effet, si on parle de la stratégie de management stratégique, par exemple, je vais supposer que l'entreprise, elle a plusieurs points de vente, par exemple, dans des différentes régions. Donc, l'objectif ici de la management stratégique, c'est de prendre une décision qui va aider l'entreprise, en fait, d'être en premier lieu au niveau de la concurrence. Donc, par exemple, elle va décider d'avoir un autre secteur de points de vente. Elle va décider, par exemple, d'augmenter les ventes en ligne. Elle va décider, par exemple, d'abandonner la vente sur site, donc sur les locaux, et elle va immigrer sur le total en ligne. Donc ça, c'est des décisions stratégiques. Par exemple, elle va décider de produire des nouveaux produits. Elle va décider de faire des recherches scientifiques pour améliorer ses produits. Ou bien elle va décider donc de changer totalement le secteur d'activité. Donc tout ça, c'est des décisions stratégiques qui seront représentées à long terme. Donc on ne parle pas de court terme ici. On va comparer donc les deux types de décisions, que ce soit opérationnel ou bien stratégique. Donc, du côté impact, les décisions opérationnelles, donc, ils ont un impact limité. Les décisions stratégiques, ils ont un impact global. Donc, d'une façon générale, les décisions opérationnelles, ça concerne par exemple une partie de l'entreprise, un service, un produit. Mais les décisions stratégiques, c'est des décisions globales qui concernent toute l'entreprise. Réversibilité. Donc, si on prend une décision stratégique, c'est très difficile d'aller en arrière, c'est de retourner en arrière, c'est difficile. Par contre, les décisions opérationnelles, c'est plus facile d'aller en arrière et de corriger s'il y a donc une faute ou bien de changer la décision opérationnelle, puisqu'on a dit qu'elle va affecter seulement un service ou bien qu'elle est quotidienne, donc on peut changer ça. Du côté dimension à intégrer, donc, ici, est-ce qu'on doit intégrer toute l'entreprise ou bien une seule partie ou bien un nombre limité d'employés par rapport à la décision opérationnelle? Donc, c'est un nombre réduit, donc c'est peu nombreux. Pour la décision stratégique, par contre, on doit impliquer toutes les dimensions de l'entreprise. Environnement et temps. Donc, du côté décision opérationnelle, donc on a toujours la contrainte de temps, on parle du court terme, donc c'est du quotidien, donc on doit satisfaire cette décision opérationnelle le plus rapide possible, mais du notion stratégique, donc par exemple, on peut définir un objectif stratégique
à court, à moyen ou bien à long terme. Donc, c'est en fait un peu variable. Donc, je peux par exemple dire que je vais introduire un nouveau produit après 5 ans. Ça, c'est un moyen terme. Ou bien, je vais le faire dans quelques mois, ou bien, je vais travailler ça sur plusieurs années. Donc, je parle du long terme. Est-ce que c'est répétitif d'avoir donc des décisions opérationnelles? Oui. Donc, les décisions opérationnelles, elles sont très répétitives. Donc, on a une large gamme donc, de décisions opérationnelles puisque c'est en fait c'est quotidien et c'est donc toujours on a toujours les opérations, les décisions opérationnelles. Par contre, prendre des décisions stratégiques, ça peut être fait euh, pendant donc chaque 5 ans, pendant chaque année, mais c'est pas très fréquent. Donc c'est faible avec faible fréquence. Niveau hiérarchie, donc, qui peut prendre des décisions opérationnelles? Donc, tout niveau. Par exemple, chef d'équipe, l'employé lui-même. Donc, tout niveau, ça peut prendre des décisions opérationnelles. Par contre, les décisions stratégiques, c'est restreint. Donc, c'est les managers de haut niveau qui peuvent prendre des décisions stratégiques. Nature de décision. Donc, exploitation du potentiel, en fait, du côté décision opérationnelle, on parle de ce qui est existant. Donc, on parle du potentiel existant. Comme je dis, par exemple, les produits existants, les machines existantes, la main-d'œuvre qui existe, plutôt les matières premières qui existent. Mais par contre, dans les décisions stratégiques, on parle de exploitation de potentiels nouveaux. Par exemple, si je vais introduire un nouveau produit, je peux par exemple acheter des nouvelles machines. Je peux recruter des nouveaux employés. Je vais recruter des nouveaux cadres. Donc ici, je parle de l'exploitation de quelque chose qui n'existe pas, mais qui va m'aider à atteindre ces décisions stratégiques. Les compétences requises, pour les décisions opérationnelles, c'est une convergence et c'est rigoureux. Pour les décisions stratégiques, c'est divergence et créativité. Donc, dans les décisions stratégiques, on parle de la créativité. On peut avoir plusieurs compétences qui sont demandées pour réaliser la stratégie. Donc voilà, c'est un peu la comparaison entre le management stratégique et le management opérationnel. Et si vous pensez, par exemple, aux différentes entreprises que vous connaissez, vous allez trouver que la majorité des entreprises, elles n'appliquent pas le management stratégique, mais elles appliquent le management opérationnel dans la plupart du temps. C'est pour ça que on trouve beaucoup de difficultés pour réussir leur business et pour avoir donc gagné les concurrents. La performance durable d'une organisation, elle nécessite deux types d'ingrédients. Donc, on doit avoir un management opérationnel qui est efficace. Donc, en effet, on ne peut pas négliger le management opérationnel. Il doit exister, il est toujours existant. On doit toujours prendre des décisions quotidiennes et répétitives, ce qui concerne l'intérieur de l'entreprise et le quotidien de l'entreprise, mais aussi on doit avoir le côté de management stratégique développé. Donc, le management opérationnel oriente à son tour le management stratégique, car les contraintes opérationnelles doivent être prises en compte par les stratèges. Donc ici, c'est bien d'appliquer le management stratégique. Comme on a dit tout à l'heure, on peut guider la stratégie par rapport au réel, par rapport au cas réel, par rapport à ce qu'on peut atteindre, par rapport à ce qu'on peut exploiter. Donc, par exemple, je vais dire qu'on va viser un nouveau produit. Si donc après, je définis la stratégie qu'on va utiliser, l'entreprise ou bien les stratèges, ils vont constater qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs stratégiques. En fait, du quotidien, des décisions opérationnelles, on va constater que cette notion de décision stratégique qu'on a définie en
premier lieu, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas abordable, on ne peut pas la réaliser. Donc, c'est pour cela que le management opérationnel, en effet, l'existant, il va influencer ce qu'on peut exploiter. Donc, c'est bien d'avoir la notion stratégique, mais il faut un peu l'aligner avec ce qui existe. Voilà, donc l'enjeu, c'est de faire le compromis par rapport à l'exploitation du potentiel existant et la création du potentiel, du nouveau potentiel. Donc, on va définir ici une petite matrice qui balaye les différents cas. Donc, l'exploitation du potentiel. On peut avoir, par exemple, de faibles exploitations de potentiel, de faibles créations de potentiel. Donc, on n'est pas en train d'exploiter l'existant et on n'est pas en train de créer des nouveaux potentiels. Donc, ici, on parle de zone de défaillance. Si, par exemple, on est en train d'exploiter au maximum le potentiel existant, mais on n'est pas en train de créer de potentiel. Donc, on parle ici de risque à court terme. En effet, on est en train de faire le management opérationnel. Mais par contre, si on est en train de faire le management stratégique, on est en train de créer de nouveaux potentiels sans d'exploiter l'existant. On a aussi risque à court terme. Donc ici, désolé, c'est court et moyen terme. Mais par contre, si on est en train d'exploiter de nouveaux potentiels, c'est-à-dire on est en train d'appliquer le management stratégique et on est aussi en train d'exploiter le potentiel existant, on est en train d'appliquer le management opérationnel, on est dans cette zone de performance durable. Donc, vous voyez, on a une zone de défaillance, on a deux zones de risque à court et à moyen terme et on a une zone de performance durable. Donc, ça se voit que la meilleure zone, c'est la zone de performance durable. Je suis en train d'exploiter ce qui existe et en même temps, je suis en train d'envisager des nouvelles stratégies, d'appliquer des nouvelles stratégies et je suis en train de créer des nouveaux potentiels. Donc, on va essayer à définir ces différentes zones et à expliquer cette matrice. Donc, il est fondamental pour toute entreprise d'équilibrer les efforts consentis entre la création du potentiel, le versant stratégique et son exploitation. Donc, il est essentiel d'essayer de faire l'équilibre et de chercher le compromis entre les deux. Donc, un schéma déséquilibré, il peut entraîner la structure dans des scénarios de contre-performance nocifs pour son développement, voire de vulnérabilité qui peuvent induire une défaillance à moins long terme. C'est ce que montre cette matrice enfin. En effet, donc on peut avoir des zones même de défaillance ou bien de risque. Donc, on va analyser ces différentes zones. Pour la zone de défaillance probable, sa gestion opérationnelle, elle manque d'efficacité et son potentiel de développement, il est faible aussi. Donc, on a dit, on n'est ni en train d'exploiter l'existant, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire le management opérationnel et même pas, donc on est en train de définir des stratégies ou bien de créer des nouveaux potentiels. Donc, elle se retrouve évidemment dans la situation la plus délicate car elle manque de ressources financières pour investir. Donc ici, elle est dans un état délicat. Il lui faut gagner du temps, définir un plan de restriction en négociant avec les banques, les fournisseurs, les pouvoirs publics, qui va lui permettre de restaurer progressivement sa position. Dans d'autres cas extrêmes, là où il n'y a pas de chance, une stratégie de désinvestissement s'impose. Donc, parfois, on doit, dans ce cas, abandonner
le business totalement et on ne doit pas chercher à continuer si on est dans un état critique. Et parfois, il y a de la chance, donc on peut gagner du temps, on peut restaurer et négocier avec des banques pour avoir des nouveaux fonds pour continuer le travail et améliorer le travail. Pour la zone de risque à court terme, c'est la zone numéro 3. Donc, dans cette zone, on trouve des entreprises que l'on dit souvent en crise de croissance. Pour avoir voulu le développement rapide, elles ont trop investi et se sont mises dans une position financière défavorable. Donc, ici, dans cette zone-là de court terme, en effet, les entreprises, elles ont voulu évoluer. Donc, ils ont exploité les nouveaux potentiels, ils ont créé des nouveaux produits, des nouveaux services donc pour gagner le marché, mais par contre, elles vont tomber sur des risques pour avoir donc une position financière stable. Donc, quant à la gestion courante, elle souffre de l'agitation et du manque de stabilité. Les changements trop rapides ne lui permettent pas de dégager une efficience suffisante. Donc, on a beaucoup de nouveautés, donc on n'est pas stable, on ne peut pas donc aller plus loin avec l'efficience et la stabilité. Donc, intéressantes quant à leurs possibilités, ces entreprises risquent des défaillances financières à court terme, le rachat par des firmes plus solides. Donc, on peut ici faire des partenariats, on peut trouver donc des firmes qui sont plus puissantes et qui vont acheter cette société pour améliorer sa situation financière et aller vers la zone de performance durable. Les mesures de sauvegarde sont liées au rééquilibre des taux d'endettement et d'investissement et amélioration de la productivité. La zone de performance durable maintenant. Donc, l'entreprise, elle peut être qualifiée de durablement performante. Elle a su réinvestir de son façon continue de sorte que son potentiel de développement se maintient à un bon niveau. Donc, on a un bon niveau d'exploitation du potentiel. Son management opérationnel et stratégique, les deux en même temps, ils vont permettre d'enregistrer de bons résultats à court terme. L'entreprise, elle doit poursuivre ses efforts et rester vigilante à des menaces éventuelles qui pourraient remettre en cause cette situation. Donc ici, on doit toujours travailler sur le maintien de la cohérence entre le management opérationnel et le management stratégique. La zone de défaillance ou bien de risque à moyen terme, c'est la zone numéro 1 ici. Donc, la gestion opérationnelle, elle est très efficace. Donc, ici, on est en train d'exploiter le potentiel existant, ce qui permet à l'entreprise de dégager une rentabilité suffisante sur le court terme. Néanmoins, le management stratégique il peut développer, qui peut développer, ne garantit pas le maintien de ces résultats sur le moyen et le long terme. Donc, c'est vrai qu'on est en train d'évoluer par rapport à ce qui existe, mais ici, il n'y a pas d'innovation. On n'est pas en train de suivre ce qu'on appelle le cash flow et de dégager l'innovation. Donc, il faut ici avoir du renouvellement, il faut penser à la concurrence, il faut aller plus loin avec les produits ou bien les services qui sont offerts par l'entreprise ou bien l'organisme pour pouvoir améliorer son stratégie et aller vers la zone de performance durable. Voilà, donc c'est par rapport à la définition de la stratégie et les deux types de management stratégie. Les deux types de management. Donc, on a dit, il y a le management opérationnel et le management stratégique.
Donc, politique d'entreprise. Donc, en effet, toute entreprise, elle doit définir ce qu'on appelle la politique globale de l'entreprise. Donc, toute entreprise est plus ou moins orientée par une politique générale, explicite ou bien implicite du groupe dirigeant. Donc, en effet, une entreprise, elle est toujours en train de suivre euh, l'idée générale de son manager ou bien de ses leaders qui sont en train d'orienter le type de travail et qui sont en train de définir le chemin de l'entreprise. Donc, faire oui de leur motivation, de leur formation et de leur culture, mais aussi des pouvoirs qu'ils ont et auxquels ils sont confrontés. Cette politique générale peut être définie comme l'ensemble des principes directeurs et des grandes règles et normes qui orientent en permanence l'action de l'entreprise. Donc, en effet, ici, on doit évoquer le point que la politique générale de l'entreprise, elle est influencée par plusieurs paramètres qu'on peut le diviser sur deux, des paramètres internes et des paramètres externes. Parmi ces paramètres donc internes, comme on a dit, ces managers et ces managers aussi, ils sont influencés par leur formation de base, par leur connaissance, par leur culture et aussi, elle est confrontée par rapport à l'extérieur. Donc, même si le manager, il y a donc une culture de management stratégique et il veut appliquer du management stratégique, parfois, il trouve des difficultés de l'application de ces idées-là et de cette stratégie par rapport à l'extérieur. Donc, on peut avoir des menaces et des risques de l'environnement extérieur, par exemple du secteur d'activité. Donc, si on est, par exemple, sur la production alimentaire, euh, on ne peut pas nier l'influence du secteur total. Si on parle, par exemple, du secteur tourisme, on ne peut pas nier l'influence du secteur tourisme en total. Donc, si même on a défini des stratégies, il y a des risques de l'environnement extérieur qui peut être parmi donc, ces points, c'est l'économie générale, donc l'économie mondiale qui influence notre entreprise. Donc ici, il faut toujours penser à l'interne et l'externe. La politique générale, elle joue le cadre de référence aux différentes décisions qui seront prises. D'essence supérieure, la politique générale s'impose à la stratégie en lui fixant des buts à atteindre ou à ne pas dépasser, des contraintes, des critères à respecter. Elle peut être formalisée dans les chartes d'entreprise. Donc, exemple, un dirigeant qui peut ne pas souhaiter dépasser un effectif déterminé. Si parallèlement, il se fixe comme objectif la croissance de son chiffre d'affaires, les stratégies considérées devront uniquement envisager les manœuvres stratégiques économes en main d'œuvre. Donc ici, il faut définir dès le départ la politique générale et cette politique, elle va jouer le rôle en fait comme si c'est un cadre qui va limiter les stratégies proposées. Donc, ça peut limiter les stratégies proposées. Donc, définition de stratégie. La stratégie, on a dit, concerne l'orientation à long terme d'une organisation. On parle de quelque chose à long terme. La stratégie est la détermination des buts à long terme de l'entreprise et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires à leur atteinte. Donc ici, stratégique. Donc c'est l'orientation générale de l'entreprise. La stratégie, c'est en fait la détermination des objectifs ou bien des buts stratégiques, un ensemble de buts à long terme de l'entreprise et on va définir suite à ces objectifs-là. Donc, si par exemple, je dis que je vais avoir un nouveau produit, il faut définir ici un plan d'action. Donc, je dois définir
des actions, des initiatives pour atteindre cet objectif stratégique. Forcément, j'ai besoin aussi d'avoir des ressources nécessaires pour arriver à effectuer ces actions et intermédiairement à atteindre cet objectif stratégique. La stratégie concurrentielle, elle consiste à être différent. Donc ici, on va voir après qu'il y a des différents types de stratégies. Parmi ces stratégies, c'est la stratégie concurrentielle. Donc si on va définir cet ensemble d'objectifs, notre objectif général, c'est de définir une stratégie par rapport à nos concurrents. Donc, l'objectif général, c'est d'être différent et d'être mieux que nos concurrents. Donc, elle implique de choisir un périmètre d'activité distinct et de proposer une combinaison de valeurs uniques. Donc, la stratégie est l'orientation des activités d'une organisation à long terme. Elle consiste à définir le périmètre d'activité d'une organisation. Donc, c'est en fait le choix des domaines d'activité et à obtenir un avantage concurrentiel grâce à la reconfiguration des ressources de l'organisation dans un environnement changeant afin de répondre aux besoins du marché et aux attentes des différentes parties prenantes. Donc, ces parties prenantes, ça peut être les actionnaires, les employés ou bien les clients. Donc, ça, c'est une définition qui est un peu plus large et qui contient les différentes parties. Donc, en fait, la stratégie, je vais souligner les parties les plus essentielles ou bien les plus importantes, elle va en fait orienter les activités. Donc, en définissant une stratégie, on va forcément donner un cadre pour nos activités. Donc, c'est défini aussi par rapport à la notion de temps, c'est long terme. Elle va, comme on a dit, définir des cadres ou bien des périmètres pour les domaines d'activité. On va aussi être dans le domaine donc, de la concurrence, on peut gagner la concurrence. On doit aussi définir les ressources et les actions nécessaires et on doit tenir compte de l'environnement externe qui est changeant, qui peut être modifié. Et on doit aussi tenir compte des différentes parties prenantes. Voilà, donc c'est les points essentiels pour la définition de la stratégie. Donc, en effet, la stratégie, elle comprend donc les décisions ou orientations qui concernent les objectifs à long terme, les activités ou les régions géographiques envisagées pour le développement, les investissements majeurs à entreprendre, les positions vis-à-vis des autres acteurs dans le système concurrentiel, en bref, un ensemble de choix importants pour le succès de l'entreprise, pour son adaptation à l'évolution de l'environnement et son influence sur lui. Donc ça, c'est l'essentiel. J'espère bien que vous avez saisi cette définition de la stratégie et vous avez aussi vu l'importance de définir une stratégie parce que la stratégie, elle tient compte que ce soit des différentes parties prenantes, c'est-à-dire de la vision générale de l'intérieur, de l'interne de l'entreprise. Elle tient compte aussi de l'évolution et surtout de l'adaptation à l'évolution de l'externe, de l'environnement externe qui va influencer l'entreprise. Et ici, on va définir un plan d'action, les activités à long terme qu'on va réaliser dans l'entreprise. Donc, pour conclusion, le management stratégique, c'est l'ensemble des tâches relevant de la direction générale qui ont pour objectif de fixer à l'entreprise les voies de son développement futur, tout en lui donnant les moyens organisationnels d'y parvenir. Donc, qu'est-ce qu'on va définir dans le management stratégique? Quels sont les types de décisions qu'on va prendre? Voilà. Donc, c'est l'ensemble, définir l'ensemble des tâches
au long terme et aussi les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, le management stratégique inclut trois éléments principaux. Donc, on a l'analyse stratégique. Ça, c'est très important. L'analyse stratégique. Donc, on doit, avant d'appliquer ces politiques stratégiques et d'appliquer notre système de management stratégique, on doit avoir une vision sur l'existant. On doit faire sorte d'audit pour voir la situation actuelle. Donc, c'est préalable à la décision stratégique. Il s'agira de comprendre la situation stratégique de l'entreprise aussi bien en externe qu'en interne, ainsi que l'influence des parties prenantes. Je reviens sur cette partie, s'il vous plaît. Donc, avec des exemples, bien sûr, on va supposer deux cas ici. On peut avoir des entreprises là où il n'y a pas aucune notion de management stratégique. On n'a pas défini des objectifs stratégiques, on n'a pas défini les moyens nécessaires ou bien les plans d'action qu'on va faire. Donc, dans ce cas, on doit voir la situation actuelle, on doit ainsi définir une politique de stratégie. Aussi, on peut avoir le cas là où il y a une application d'une politique de stratégie, une définition plutôt d'une politique de stratégie, mais l'entreprise, elle n'est pas en train d'appliquer réellement ces stratégies qu'elle a définies, vu les contraintes, que ce soit de l'environnement externe ou bien interne. Donc, dans ce cas, cette entreprise, elle doit faire sorte d'audit, elle doit poser un ensemble de questions pour se situer par rapport à son plan stratégique qu'elle a défini en avant. Est-ce qu'elle va maintenir ce plan stratégique? C'est-à-dire, on doit savoir quels sont les inconvénients qui n'ont pas réussi l'atteinte de ces objectifs stratégiques. On doit déterminer des nouveaux plans d'action. Peut-être on doit réviser ces stratégies aussi pour être plus pratique à appliquer. Donc ici, il faut tenir compte des différentes influences de la stratégie, que ce soit interne ou bien externe, pour savoir l'état actuel, la situation stratégique actuelle de l'entreprise. Si elle a une stratégie déjà ou bien elle n'a pas. Si elle n'a pas, on doit appliquer une politique, on doit définir la stratégie, on doit appliquer une politique stratégique. Si elle a déjà une politique stratégique existante, mais seulement sur le papier, par exemple, ou bien elle est seulement définie, mais elle n'est pas appliquée, il faut savoir quelles sont les contraintes qui n'ont pas satisfait donc cette politique qui n'ont pas plutôt qu'ils ont contribué à ne pas avoir cette application de la stratégie. Et il faut définir un nouveau plan d'action. Même parfois, on doit réviser la stratégie pour définir des stratégies qui sont applicables. Après l'analyse donc stratégique, on doit faire le choix de la stratégie. Donc ici, on doit inclure la proposition, l'évaluation et enfin la sélection des options stratégiques existantes. Donc, il y a différents types de stratégies qu'on va voir par la suite. Si on a choisi la stratégie, et on a fait l'analyse et on a choisi la stratégie, il reste à déployer cette stratégie. Donc, ça consiste à traduire la stratégie en action opérationnelle en vue de sa mise en œuvre. Donc, la stratégie, c'est un ensemble de décisions qui déterminent les objectifs à long terme de l'entreprise, engendre les principaux plans pour les atteindre, définit les domaines d'activité et en général pour but l'obtention d'un avantage concurrentiel. Implique une allocation pertinente de ressources, que ce soit financière, humaine, physique, technologique, relationnelle, et elle fixe les contributions de l'entreprise à son environnement. Donc ça, c'est d'une façon générale, c'est quoi la stratégie? Donc dans la stratégie, on définit les objectifs à long terme,
on définit des plans d'action, on va définir nos domaines d'activité, on va essayer d'être concurrentiel, de gagner la concurrence, ça c'est l'objectif général, et on va définir pour cela les ressources utilisées pour atteindre ces objectifs. Ces ressources, ça peut être sur le plan financier, sur le plan ressources humaines, sur le plan physique, par exemple les machines, les locaux, etc. Sur le plan d'investissement sur les nouvelles technologies, ça peut être par exemple l'informatique, et relationnel, par exemple, avec les banques, les investisseurs, les actionnaires, ainsi de suite. D'une manière générale, on a 3 niveaux de stratégie. Donc, on a une stratégie globale. Ça, c'est les types de stratégies. On a une stratégie globale, on a une stratégie concurrentielle et on a aussi une stratégie fonctionnelle. Donc, la stratégie globale, c'est les décisions générales. C'est du haut niveau, c'est le niveau supérieur. Ça, c'est la situation, la position de la stratégie globale. Donc, c'est des décisions stratégiques qui engagent toute l'entreprise. Donc, c'est considéré par rapport à toutes les équipes, à tous les départements, à tout le personnel. Donc, c'est en fait une stratégie globale de toute l'entreprise. Elle va définir les grandes lignes de l'entreprise. Elles sont définies à long terme. La stratégie, elle peut être aussi à niveau intermédiaire. Donc, ces décisions administratives, c'est ce qu'on appelle tactique, qui engagent seulement une partie de l'entreprise. Et ces objectifs-là, ils sont à moyen terme. Donc, on peut, par exemple, définir, on a défini déjà, par exemple, la stratégie globale, on va s'intéresser à un département. Donc, on doit être aligné en cohérence avec la stratégie globale et on va définir, c'est un peu en cascade, on va définir pour chaque département ou bien pour chaque secteur d'activité ou bien domaine d'activité, on va définir des décisions tactiques qui sont définies à moyen terme qui vont aider à la réalisation de la stratégie globale. C'est en pyramide. Le niveau opérationnel, donc, c'est les décisions opérationnelles, c'est l'exploitation courante, c'est la stratégie fonctionnelle qui ont des conséquences très réduites sur l'entreprise. Donc, c'est des décisions à court terme qui vont aider à réaliser ce qui est à moyen terme. À son tour, il va aider à réaliser ce qui est à long terme. Donc, on parle ici des différents types de stratégies. Donc, on a une stratégie globale, c'est une stratégie coopérative, c'est une stratégie de groupe. Donc, stratégie corporate ou bien corporate strategy est définie comme le dessin et le périmètre d'activité de l'organisation dans sa globalité. Cela inclut les choix de couverture géographique, le choix des domaines d'activité dans lesquels l'entreprise est en train d'être présente et l'allocation des ressources entre les différents domaines d'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est de façon globale. C'est la globalité du secteur d'activité. Les décisions relevant de la stratégie globale portent ainsi sur les acquisitions, les projets, le développement de nouvelles activités, les allocations des ressources à chaque domaine de façon à constituer un portefeuille d'activités stratégiques équilibré. Donc, on parle ici des décisions qui sont fortes dans l'entreprise. Par exemple, on a décidé d'avoir un nouveau produit, on a décidé d'avoir un nouveau secteur d'activité. Donc, ici, on parle des décisions générales. On a aussi la stratégie concurrentielle. Donc, ici,
on pense à la concurrence, donc stratégie par domaine d'activité. Donc, elle est définie comme l'ensemble des moyens et manœuvres permettant à une entreprise de se positionner favorablement par rapport à la concurrence au niveau d'un domaine d'activité. Ceci porte d'une manière générale sur les questions de positionnement et à la réponse aux actions des concurrences. Donc, ici, on peut se situer par rapport aux concurrents. On va faire une étude de l'existant, de le marché existant, et on va se situer par rapport aux concurrents pour définir nos propres stratégies. Donc, une entreprise fortement diversifiée, il y aura plusieurs stratégies d'activité. Par exemple, si on ne parle pas d'un seul service ou bien d'un seul secteur d'activité, par exemple, la production production alimentaire. Donc ici, il y a un marché ciblé qu'on va étudier pour savoir les stratégies concurrentielles. Si on a, par exemple, une entreprise avec des activités diversifiées, par exemple, elle est en train de faire des services informatiques avec production, par exemple, des aliments. Elle fait en train de faire du consulting en parallèle. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité. Ici, il faut avoir plusieurs activités stratégiques. Il faut avoir plusieurs politiques stratégiques pour chaque secteur d'activité. La stratégie fonctionnelle, elle consiste à assurer la mise en œuvre des stratégies globales et des stratégies par domaine d'activité, et ce spécifiquement pour chaque fonction de l'entreprise. Tel que par exemple, on va s'intéresser au marketing, on va s'intéresser à la production, à l'RH, à la distribution, et on va définir pour chaque domaine d'activité une stratégie fonctionnelle à lui, toujours en restant aligné et en cohérence avec la stratégie globale, bien sûr. À ce niveau, la stratégie, elle vise à mettre à profit et à intégrer les compétences distinctives et les capacités de l'organisation pour chacune des différentes fonctions qu'elle assure. Bien sûr, si on va parler donc en détail des stratégies fonctionnelles, il faut toujours voir l'existant et envisager des nouvelles potentielles, telles que par exemple les compétences existantes, les capacités de l'organisation. Donc, on doit penser ici que ce soit d'améliorer, de changer. Donc, il faut voir la stratégie fonctionnelle, comment elle va être réalisée. Exemple, la production, intégration ou sous-traitance. Exemple, la finance, augmentation de capital ou endettement. Exemple aussi de RH, par exemple, d'avoir des contrats en CDI ou bien en intérim. Le côté marketing, par exemple, on peut intégrer des nouveaux circuits, de nouveaux distributeurs. On peut créer, par exemple, des nouveaux plans d'action de marketing. Donc, ici, suite à la définition de la stratégie fonctionnelle, on va voir pour chaque fonction de l'entreprise, comment on peut arriver à atteindre cet objectif stratégique. Comme j'ai dit, toujours il faut rester aligné. Donc, le fit entre les trois niveaux de stratégie est fondamental en vue de la performance de l'organisation. Donc, ici, c'est un système en cascade. On va définir à partir du global, on va définir ce qui est intermédiaire et après, on va définir ce qui est fonctionnel. Toujours en cohérence, en alignement avec le global. Quatrième partie, donc on va définir ici quelques vocabulaires de la stratégie. Donc, vous entendez certainement, si on va lancer une nouvelle entreprise ou bien même les anciennes entreprises, un organisme, d'une façon générale, il doit avoir une mission, doit avoir une vision, il doit avoir des objectifs stratégiques. Donc, c'est le cadre général de travail de l'organisme. Donc, on doit définir ce qu'on appelle la mission, c'est en premier lieu. Donc, la mission, par exemple, c'est propos fondamental de l'organisation.
en rapport avec les valeurs et les attentes des parties prenantes. C'est la ligne générale de fonctionnement de l'organisme. Donc, il s'agit de la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi on a créé cette entreprise? Donc, on doit ici répondre à la question de l'identité. Donc, que sommes-nous? Quelle est notre affaire? Que devrait-elle être? Dans quelle activité nous situons-nous? Que voulons-nous être? Donc, il faut répondre à ces questions-là pour déterminer la raison d'être. Donc, ici, ça sera la mission de l'organisme. Un exemple, par exemple, Total. Total Énergie, c'est un organisme qui offre donc de l'énergie en fait. Donc, mission de Total, par exemple, c'est satisfaire durablement par l'innovation et l'action les besoins des hommes en énergie. Donc, ça, c'est la vue générale de cet organisme. On arrive ici à la vision, définir la vision aussi. Après la définition de la mission, il y a ce qu'on appelle la vision. C'est l'état futur souhaité pour l'organisation, c'est l'aspiration de l'organisation, c'est la projection de l'avenir. Donc, la vision, elle répond généralement à la question que voulons-nous atteindre? C'est quoi la vision? Un peu, c'est au futur, c'est au long terme. On a défini qui sommes-nous et maintenant, on va définir que voulons-nous atteindre. Il y a aussi le but général. Donc, c'est une déclaration générale d'intention. Il y a aussi l'ensemble d'objectifs. C'est en fait quantification ou intention plus précise. Exemple, l'objectif de Samsung, par exemple, c'est atteindre 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires et devenir l'une des 5 plus grandes marques du monde d'ici 2020. Ça, c'est un exemple ancien. Je crois qu'elle est déjà, c'est parmi les leaders dans le monde du mobile. Donc ici, il faut définir des objectifs. On va voir après. Il y a des caractéristiques de ces objectifs-là pour dire qu'on a défini des objectifs qui sont alignés avec la stratégie globale. Compétences distinctes. Donc, il faut savoir nos ressources, les aptitudes qui permettent d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, d'une façon générale, on a le cadre donc, de la stratégie. On commence à répondre à 3 questions. Pourquoi, quoi et comment? Donc, le pourquoi ici, on va répondre à cette question par la définition de la mission. Le quoi, on va définir le but et les objectifs. Le comment, c'est on va définir les ressources qui vont permettre la mise en œuvre de ces objectifs-là. Donc, une fois qu'on a défini notre mission, on va, à partir de cette mission, on va définir les objectifs et les buts de l'entreprise. Une fois qu'on a défini les objectifs, on va faire un diagnostic de l'existant, on va étudier les solutions proposées et on va répondre à la question comment on peut faire la mise en œuvre de ces objectifs-là. Donc, tout ça, il va influencer à la définition de la politique générale de l'entreprise. Donc, cette politique-là, elle va influencer le schéma interprétatif, les valeurs et les croyances de l'entreprise. Donc, ici, on peut tout d'abord, par exemple, définir une mission. Après, on a défini les objectifs et les plans d'action. Avec l'étude de l'existant, on a trouvé qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs. Donc, on va définir une politique qui va modifier en fait les missions de l'entreprise. Donc, ça, c'est adaptatif, donc c'est dynamique, c'est pas une chose qui est statique, qu'on a défini une fois pour toutes la mission. On peut un jour constater à partir des données qu'on a qu'on est obligé, par exemple, à changer même la politique générale de notre entreprise. Donc, on peut redéfinir la mission ou bien
la vocation de l'entreprise complètement différente. Donc, il faut aussi penser à la compétitivité, la capacité à faire face à la concurrence. La compétitivité de l'entreprise, c'est assuré par la stratégie qui tient un habit arbitrage entre recherche d'efficacité et recherche d'efficience. Donc, ça, c'est pour définir la compétitivité par rapport aux autres. Donc, c'est le compromis, en fait, entre l'efficacité et l'efficience. Ça peut être aussi parfois traduit, par exemple, par le prix et la qualité. Donc, on doit ici chercher d'être compétitif. La sécurité de l'organisation. Donc, il faut toujours penser à l'existence de l'organisation. Donc, c'est bien d'être concurrent, etc., mais il faut être dans une situation stable. Donc, on doit garantir la sécurité et l'existence de l'organisme à court, moyen et long terme. La légitimité de l'organisation. Donc, le troisième but des dirigeants d'une organisation est la recherche de la légitimité auprès des acteurs internes, par exemple les salariés, les actionnaires. Donc, on doit garantir d'être légitime avec eux. Du côté externe, par rapport aux fournisseurs, par rapport aux clients, une entité, elle est légitime si ses actions sont perçues comme étant appropriées dans le cadre d'un système de valeurs ou de normes. Donc, c'est-à-dire quoi légitime? C'est-à-dire qu'on est en train de travailler dans les normes. On n'a pas de risque de perdre ni nos actionnaires, nos salariés, nos clients, nos fournisseurs. Donc, on est dans un bon lieu, donc on est performant de vue des différents acteurs. La planification stratégique maintenant. Comment le processus donc d'élaboration de la stratégie, comment on va planifier ce processus pour fixer les objectifs, pour avoir les étapes à franchir et pour aussi étudier les moyens à déployer en vue de l'atteinte de ces objectifs stratégiques. Donc, en effet, la planification, c'est une étape primordiale pour pouvoir dire qu'on a une gestion de management stratégique. Donc, elle détermine aujourd'hui ce qui doit être fait demain. Donc, il s'agit d'une réflexion sur le quoi faire et le comment faire. Donc, il faut ici savoir il faut savoir planifier, c'est-à-dire il faut savoir mettre un plan d'action. Donc, le plan d'action, toujours, il est basé sur ce qu'on veut atteindre et comment on va atteindre ces objectifs. En général, la planification, elle répond aux questions suivantes. Donc, quels sont les triplés, c'est-à-dire du côté produit, marché et technologie visés au terme du diagnostic? Quels sont les objectifs que l'on désire atteindre? Quels sont les moyens et les cheminements que l'on retient pour y parvenir? Donc, certaines stratégies sont planifiées et délibérées et vont dans le sens des actions futures prévues par les dirigeants. On parle alors ici de la stratégie planifiée. On a planifié une stratégie, on a répondu à ces questions-là, on a donné un plan d'action futur. D'autres, elles répondent à des événements non prévus auxquels les firmes réagissent. C'est-à-dire, on peut trouver des stratégies émergentes. C'est-à-dire, je vais donner un objectif, qu'on a fait des réunions, on a fait des workshops pour essayer à donner une stratégie qu'on a planifiée à réaliser dans le futur. Parfois, il y a des situations qu'on n'a pas planifiées, par exemple une crise d'économie générale qui a survenu, par exemple, sur le secteur du tourisme, soi-disant dans la période de Covid, par exemple. Il n'y a pas de tourisme. Donc, ici, c'est une situation critique qui est parvenue et qui doit changer la totalité de la stratégie de l'organisme. Donc, ici, l'organisme, même si elle n'a pas planifié une stratégie, elle doit prendre des décisions stratégiques émergentes pour surmonter quelques difficultés qui réagissent d'une façon non prévue.
La démarche stratégique, c'est le processus de décision stratégique. On peut considérer que l'un des modèles d'analyse stratégique les plus populaires, par exemple, ici, en fait, on va voir des outils qu'on peut utiliser pour faire l'analyse stratégique. La première étape, on a dit, c'est de faire une analyse de l'état actuel. C'est d'essayer d'identifier les différents points forts, les différents points faibles, les risques de l'extérieur, tels que les opportunités et les menaces. Donc, il y a des outils qui ont été définis. Le plus connu et le plus utilisé, c'est l'outil SWOT. Donc, l'outil SWOT, c'est en fait une matrice, c'est un modèle sous forme d'une matrice qui va identifier les points forts, les points faibles de l'entreprise. Ça, d'une part, c'est l'intérieur, c'est du côté intérieur, et de l'autre part, on parle de l'extérieur, donc on va parler des opportunités et des menaces que peut rencontrer l'entreprise vu son environnement extérieur. Donc, en effet, ces différentes parties-là, c'est eux qui vont influencer la politique de stratégie, les décisions stratégiques. Donc, ce qui est en vert ici, c'est en fait, c'est l'intérieur. Donc, vouloir faire. Donc, ça, c'est les différents paramètres qui peuvent influencer la stratégie d'une entreprise. Le vouloir faire, donc les valeurs, les buts, les objectifs qui étaient posés par les dirigeants. Donc, ça, c'est le cadre général qui est mis de façon générale par les dirigeants de haut niveau. Il va influencer, comme on a dit, le trait total de la stratégie, le périmètre total de la stratégie. Pouvoir faire, c'est ce qu'on peut faire, c'est l'actualité. Ça, c'est un peu dreams. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. Et ça, ce qu'on peut faire, le pouvoir faire, c'est-à-dire, il faut étudier l'actuel, les compétences qu'on dispose, les ressources qu'on dispose, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça, c'est du côté interne. Donc, ces deux facteurs-là, c'est l'interne. Du côté externe, ce qu'on est autorisé à faire, donc c'est l'opportunité et les menaces de l'environnement. Donc, comme on a dit, on est parfois guidé par le secteur d'une façon générale. Donc, je reviens par exemple au secteur alimentaire. Donc, il y a des règles, il y a des normes, il y a de la loi, par exemple, du pays en total. Donc, on ne peut pas produire n'importe quoi. On doit suivre ce qu'on est autorisé à faire. Ce qu'on doit devoir faire du côté donc social, par exemple, on doit payer un montant minimum à nos salariés. On doit disposer de l'assurance, par exemple, pour nos salariés. On doit avoir des paiements par rapport à l'État, de nos bénéfices. Donc, ça, c'est l'extérieur. Donc, c'est ce qui va influencer la stratégie du côté externe. Donc, ça, c'est l'externe et ça, c'est les influences internes. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile, en fait, à définir un cadre stratégique ou bien à définir une politique stratégique. On doit penser aux différentes parties de la stratégie. Donc, on arrive ici à définir un processus de décision stratégique. C'est un plan qu'on peut suivre pour définir une stratégie. Donc, on doit commencer par des diagnostics. Comme on a dit, on doit visualiser les diagnostics externes de l'environnement externe. Donc, on a les opportunités et les menaces. On doit aussi avoir une diagnostic interne. On doit savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Donc, si par exemple, je vais prendre une décision stratégique, qu'on va faire la numérisation totale de notre entreprise, par contre, on ne dispose pas du matériel informatique, ça c'est un point faible. On ne peut pas arriver à atteindre cet objectif. Si par contre, on dispose du matériel informatique, on dispose de compétences humaines et de ressources humaines nécessaires pour être une entreprise digitale,
je vais dire que c'est un point fort ici de l'entreprise qu'elle dispose du matériel, qu'elle dispose de l'infrastructure pour être à l'échelle de la digitalisation. Donc, ces différents diagnostics, ils vont aider les managers ou bien les entités responsables à la fixation des objectifs stratégiques généraux. Donc, en tenant compte, bien sûr, de capacités de l'entreprise, de l'environnement pour définir les objectifs. Après, on va choisir la stratégie, choix des stratégies. Donc, on peut parler ici de la stratégie concurrentielle. On va accorder plus d'importance à ça, ou bien on va accorder plus d'importance à la stratégie financière, à la stratégie de marketing, ou bien on va définir un cadre global de la stratégie. Donc, le résultat du choix de la stratégie, c'est qu'on a défini un ensemble d'objectifs stratégiques. À partir de cet ensemble d'objectifs stratégiques, on va définir un plan d'action. Donc, on doit définir un plan d'action. Le plan d'action, bien sûr, ça tient des initiatives, des actions qu'on doit mettre en œuvre. On doit définir aussi les ressources requises. Donc, si on a, par exemple, besoin de recruter, si on a besoin de changer, donc, on doit définir tout un plan d'action qui est prêt à la mise en œuvre. Mais on ne doit pas s'arrêter ici. On ne doit pas s'arrêter seulement à l'application des stratégies qu'on a définies, mais c'est un process continu en fait. Ça manque peut-être un flash ici. C'est toujours un process répétitif. C'est-à-dire, on doit définir des périodes de contrôle, des périodes d'audit. Il faut suivre l'évolution. Donc, il faut contrôler l'application concrète de cette stratégie pour savoir si on est dans la bonne voie, si on doit changer, par exemple, dans le plan d'action, si on doit changer dans les stratégies qu'on a choisies, ou même parfois de changer les objectifs stratégiques. Par exemple, s'il y a un fait externe, il y a donc, comme on a dit tout à l'heure, une crise mondiale, ou bien il y a donc quelque chose qui n'est pas prévu, il faut ici changer l'objectif stratégique pour arriver à la mise en œuvre. Donc, il faut contrôler, il faut toujours aligner ce qu'on est en train de faire, les actions qu'on est en train de faire avec l'objectif stratégique général. Voilà, donc ça, c'est le processus de décision stratégique. Malek, est-ce qu'on peut aller vers la partie de questions? Oui, docteur, tout à fait. Bon, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ces différentes parties. Je suis là donc pour répondre à vos questions. Vous êtes les bienvenus. Nous répétons, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur, vous pouvez arrêter le partage d'écran. Donc voilà, comment choisir les collaborateurs pour le management de la stratégie globale? En effet, on va l'étudier, nous, c'est parmi aussi les parties importantes, c'est que on doit définir ce qu'on appelle le stakeholders. Donc, le stakeholders ou bien les parties prenantes qui ont le pouvoir à changer la stratégie globale. Donc, on a dit tout à l'heure que la stratégie globale, elle est influencée par ses managers, par ses actionnaires, par ses fournisseurs, par ses clients. Donc, on doit savoir les forces et les faiblesses, comme on a dit. On doit faire la diagnostic externe et interne pour établir la stratégie globale. Donc, la stratégie globale, elle est toujours influencée par les collaborateurs. Il n'y a pas donc en fait un choix de collaborateurs, mais les collaborateurs, ils influencent vraiment la stratégie globale. Je donne un exemple. Si par exemple, on a fait une coopération avec un fournisseur et on a vu que, après l'analyse de données, etc., on a vu que ce fournisseur, il est en train
de faire des contraintes par rapport à l'application de la stratégie globale. Il faut prendre ici une décision stratégique à changer ce fournisseur-là, à, par exemple, chercher d'autres fournisseurs qui seront plus adaptables à notre stratégie globale. Donc, en fait, c'est un alignement, c'est un fit entre les différentes parties pour pouvoir appliquer la stratégie globale. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un process contrôlé. C'est comme un roue de Doming, donc c'est do, check. Donc, il y a toujours le check ici. C'est pour pouvoir visualiser la situation actuelle par rapport à la stratégie globale et aligner de plus en plus notre stratégie globale. J'espère que j'ai répondu à votre question. Super, donc passons maintenant à Khalil. Khalil, la parole est à vous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Ok, d'accord. Merci d'abord pour la qualité de votre intervention. J'ai juste une question parce que, bon, c'est vrai que la stratégie est une démarche qui est, ce que vous avez présenté, une démarche très logique dans son ensemble. Mais j'ai une question, c'est comment on peut fédérer les collaborateurs, surtout les collaborateurs à bas niveau, à sa stratégie. Généralement, on a des processus qui sont clairs, etc. Mais on constate que globalement qu'il y a un gap entre la compréhension du personnel de sa stratégie par rapport à ce que veut faire la direction. Donc, c'est quoi vraiment les clés de motivation qui va nous permettre de fédérer les équipes autour de cette stratégie? Oui, merci pour votre question, donc pertinente. En fait, c'est ce que j'ai voulu expliquer au début, c'est qu'en fait, notre objectif, c'est pas seulement de définir une stratégie globale et voilà, donc on ne contrôle pas. Donc, et les gens ne sont pas impliqués. Par exemple, c'est bien d'avoir, par exemple, une réunion de haut niveau. Les dirigeants, ils vont faire donc des meetings pour définir cette stratégie globale, mais on ne sait pas, est-ce que nos employés, nos ressources, est-ce qu'on est en train vraiment d'appliquer cette stratégie? En effet, ici, ce qu'on appelle le projet PMS, l'implémentation de Performance Management System, ça doit impliquer toutes les parties de l'entreprise ou bien de l'organisme pour être alignées avec les objectifs stratégiques. On va voir après, tout au long de cette formation, qu'il y a des outils, par exemple, comme, donc je vais dire quelque chose qu'on va étudier après, hein. C'est le Balance Scorecard, par exemple. On va définir la stratégie en tenant compte des différentes parties de l'entreprise. Donc, on va définir, par exemple, un objectif financier. On va descendre avec cet objectif. On va dire quelles sont les parties du processus de production, par exemple, ou bien de processus interne qui peut influencer cet objectif. Et on va définir des sous-objectifs du côté financier qui influencent l'objectif général, du côté process interne qui va influencer l'objectif financier. Après, on va aller vers ressources humaines. Donc, on va définir, même on peut aller pour chaque employé, on va définir un KPI après, un clé de performance pour suivre, je dis n'importe quoi, par exemple, pour suivre les ventes effectuées par chaque employé. Les ventes effectuées par chaque employé, ça va influencer notre objectif global qui est amélioration du chiffre d'affaires. Donc ici, c'est en cascade. On va définir un objectif stratégique global. On va définir après des sous-objectifs en tenant compte des différentes parties de l'organisme. Et on peut aller loin, même avec des divisions, des sous-divisions. On peut aller même pour chaque employé. Et le deuxième côté, c'est l'implémentation du projet BI et le Business Intelligence. Ça permet la netteté, donc ça permet que les différents employés, ils peuvent visualiser des dashboards, ils peuvent savoir quel est l'objectif, quel est son indicateur de performance qu'on lui souhaite d'atteindre. Donc, par exemple, on va dire à cet employé X, tu dois avoir Y vente.
à chaque mois, il peut visualiser sur un dashboard son avancement. Est-ce qu'il est en train d'être performant? Et on peut même imposer ici, donc du côté RH, donc on peut imposer des récompenses pour ceux qui ont atteint leur performance et qui ont atteint l'objectif. Et voilà, donc toute l'équipe, elle va être impliquée. Et ça n'arrive pas tout d'un coup. Il faut avoir des workshops de sensibilisation, il faut avoir des formations, il faut augmenter les compétences des ressources humaines pour atteindre cet esprit de collaboration, pour avoir la stratégie globale. Mais je vous félicite pour cette remarque. C'est en fait l'objectif de l'implémentation d'un système de stratégie coopératif. On n'est pas avoir donc des objectifs sur papier et on n'est pas en train de suivre. C'est ça la coopération entre la partie management et la partie BI, le business intelligence, qui va donner un projet complet pour la netteté des choses, la suivi des choses. Donc, tous les parties impliquées dans l'organisme, elles peuvent visualiser leur situation par rapport à la stratégie globale. Et les leaders ici, les leaders, peuvent prendre des décisions. Ça va les aider à prendre des décisions. Par exemple, si l'employé n'est pas performant dans son secteur, on peut changer par exemple son emplacement, on peut le remplacer, on peut faire des recrutements. Donc, vous voyez, c'est un peu, ici, c'est coopération entre les différentes entités et ça va aider à augmenter les performances de l'organisme. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, juste par rapport à la définition des objectifs, parce que oui, c'est clair, la réponse elle est claire. Ça, c'est juste une seconde question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Lors de la définition des objectifs pour les employés, généralement, si je veux dire, les responsables ou les managers, ils sont, c'est-à-dire ils connaissent bien l'objectif, etc. Par contre, l'employé n'a pas ne s'approprie pas de cet objectif. C'est-à-dire, il est dans son secteur, il a un objectif qui a été décidé par le manager, donc il essaye de l'atteindre, mais la finalité, il ne la connaît pas. Et ma question, est-ce que c'est-à-dire l'implication de l'employé dans la définition de l'objectif lui-même ne serait pas pertinente? Ça va l'engager, ça va le responsabiliser et il va comprendre qu'est-ce qu'il fait dans son métier. Oui, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'employé, lorsqu'on va, on a dit c'est en cascade, c'est en division, il y a donc des meetings aux différents niveaux. Par exemple, un groupe d'employés avec leur chef d'équipe, le chef d'équipe, il va définir par exemple un objectif que doivent les employés l'atteindre. Maintenant, donc, les employés, ils vont essayer d'atteindre cet objectif. Même, donc, on peut, sur les dashboards, on peut même donner un accès aux employés pour voir l'évolution, pour avoir une concurrence aussi entre eux. Donc, ils peuvent voir, par exemple, l'autre employé, est-ce qu'il a atteint son objectif ou non. Ici, parfois, donc, le chef d'équipe lui-même, il est responsable à définir ses ressources. Donc, il va dire, par exemple, que cet objectif, on ne peut pas l'atteindre avec cet nombre restreint d'employés. Par exemple, s'il a une équipe de 5 employés et on lui impose quelque chose qui n'est pas réalisable. Ici, ça revient le choix de l'objectif. J'ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'il y a des critères de choix, des KPI, on va le voir. Donc, ça doit être SMART. Donc, SMART, en fait, ça doit être réalisable, mesurable, etc. par rapport à l'existant. Donc, l'objectif, il doit être un peu réaliste. Ou bien, on doit avoir exploitation des nouveaux potentiels. J'augmente le nombre, je fais une formation pour cet employé, par exemple. Si je lui demande de faire des ventes en ligne et il ne sait pas manipuler les réseaux sociaux, par exemple, je dois faire une formation de e-commerce, par exemple, pour cet employé, pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Donc ici, il faut avoir une coordination entre nos ressources et nos objectifs pour atteindre cette stratégie globale. Parfait. Merci beaucoup. De rien, vous êtes le bienvenu.
Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, nous répétons, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez tout le monde qui ont des questions? Qui ont des questions? Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin du premier cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci Malak. Donc, juste, je vais ajouter une petite remarque. Peut-être que ça donne l'envie à des questions en fait. Donc, c'est que on n'est pas en train de voir seulement le management du côté théorique. Notre objectif, c'est de réaliser un business intelligence project. Donc, c'est d'implémenter un projet de business intelligence, mais qui est efficace en tenant compte de la management stratégique, du management stratégique. Donc, ça, c'est notre objectif. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir analyse de données efficace. Pour dire qu'on a une analyse de données efficace, c'est-à-dire dire qu'on peut prendre des décisions qui va nous aider à faire le management des performances stratégiques. Donc ça, c'est l'idée globale. Juste aujourd'hui, on a commencé par la notion de management stratégique, mais la formation, elle consiste en deux parties. Une partie de définir la stratégie. La deuxième partie, c'est d'essayer de faire l'implémentation de projets BI et on va voir l'outil Power BI pour l'implémentation de ce projet BI. Super, oui, c'est ça, donc, effectivement. je pense que Khalil avait levé la main tout à l'heure. Khalil, la parole est à vous si vous avez des questions avant de terminer le cours d'aujourd'hui. Non, merci. C'est très clair. Ok, d'accord. Donc, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 la formation n'a pas encore pris sa fin. Donc, veuillez être nombreux. Et vous pouvez également l'envoyer à vos proches et vos camarades, vos amis, votre famille, etc., qui souhaitent, pour ceux qui souhaitent nous joindre, ils sont les bienvenus. Ils peuvent assister à la formation et avoir un certificat de participation, mais seulement à la fin de la formation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le mardi à 15h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite ou encore après 1 heure avec Dr. Coates, Python pour Machine Learning ou encore demain avec Dr. Souad Shlaghi à 14h, l'apprentissage de langue anglaise, l'une des grandes formations organisées par l'université, ou encore le marketing digital avec Dr. Hala, et également Java avec Dr. Iqbal. Et n'oubliez pas également que vous avez encore 3 autres formations, telles que la préparation à l'examen du DELF-DALF, l'une de nos plus grandes formations dans l'université, et également le Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Et vous avez également comment élaborer Access. Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access avec Dr. Sakina? Et également, ne loupez pas les 2 séminaires du vendredi prochain, comment devenir un conférencier en ligne et également l'entrepreneuriat vert. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Merci Malek pour votre coordination. Au revoir tout le monde.